le monde est bien sûr confronté à une situation inédite qui surprend par sa fulgurance, son ampleur et ses implications. Euh, Nous faisons face à une situation d'urgence et qu'il faut connaître, comprendre et interpréter. Or, réfléchir dans l'urgence est un exercice difficile, d'abord par manque de temps et de recul, surtout dans le domaine politique et géopolitique. Et le temps et la nécessité d'avoir assez de recul pour analyser les enjeux géopolitiques de la crise sont deux paramètres nécessaires. Alors, tenez par exemple, vous avez un certain nombre d'observateurs qui affirment qu'il y aura bien des changements profonds, des ruptures, mais personne n'est en mesure aujourd'hui de discerner avec pertinence aussi bien les marqueurs et les perspectives d'une éventuelle inflexion aux ruptures de l'ordre mondial. Pourquoi? Tout simplement, aujourd'hui, le monde est encore au stade de la stupeur et de la panique, et peut-être il y verra plus clair une fois que les intentions stratégiques des États auront pris forme. Et donc, la grille de lecture géopolitique de cette crise, de mon point de vue, devrait se focaliser sur les intentions des États, leurs actions, réactions, pour pouvoir discerner ce qui est constant et variable, ce qui va changer, de ce qui va durer, ou là où il peut y avoir une rupture. Deuxième disons, je dirais, levier d'une analyse géopolitique objective de la crise, c'est celle de inscrire l'analyse dans le temps, le court, le moyen et le long terme aussi, mais aussi se poser les questions, trois questions. Est-ce qu'il y aura une rupture, une continuité ou bien complètement, disons, un changement? Voilà. Alors maintenant, quelles sont les implications géopolitiques de la crise? Alors, personnellement, à partir des indices que nous avons, quelques indices, il y a en fait la possibilité que le monde évolue vers une situation de stabilisation, ce que j'appelle la stabilisation d'équilibre compétitif. Quelle stabilisation peut naître de trois processus distincts en termes de relations de causalité. D'abord, une accélération de la dynamique politique internationale, je vais l'expliquer tout à l'heure, une inflexion géoéconomique et une nécessité d'ajuster les priorités des politiques publiques nationales en termes de sécuritaire, mais également de l'agenda global de sécurité. Bon, la crise sanitaire, en même titre que les attentats du 11 septembre et dans une moindre mesure les crises migratoires de 2015, est un événement traumatisant qui, bien évidemment, bouleversera les politiques publiques, les sécurités, mais à mon humble avis, il y a peu de raisons de croire qu'une rupture de l'ordre international est imminente. Pourquoi? D'abord, l'histoire nous enseigne que l'ordre international, l'ordre mondial plutôt, n'est complètement transformé que dans des circonstances historiques particulières et qui viennent bouleverser toute la configuration de l'ordre mondial au bénéfice d'une nouvelle structure, d'un nouvel équilibre. Ce fut le cas de la Deuxième Guerre mondiale et l'émergence de la puissance américaine, par la suite de l'ordre bipolaire, qui aussi, parallèlement à cette construction de l'ordre bipolaire, on assiste à la naissance du multilatéralisme. Ensuite, le deuxième événement historique, c'est la disparition de l'URSS et son corollaire à l'ordre bipolaire. Et depuis, les relations internationales vivent dans un
un constant tiraillement entre deux forces contradictoires, un multilatéralisme qui est évidemment nécessaire, mais qui demeure très affaibli, hein, et une rivalité sino-américaine qui, aux ramifications puissantes, conséquences, et qui vont en fait peut-être être plutôt accentuées, hein, par les enjeux de la crise sanitaire. Donc, la crise sanitaire agit pour l'instant, hein, sur le court terme, pardon, agit comme un accélérateur de l'histoire. Reste à savoir sur quoi le jeu d'influence en fait, qui se déploie aujourd'hui entre les États, ou plutôt entre les grandes puissances, sur quel format débouchera ce jeu d'influence. Soit soit une augmentation des interactions conflictuelles sino-américaines, et là, avec des conséquences sur, sur l'alignement et le jeu des relations internationales, ou bien une inflexion à la faveur d'un arrangement exclusif sur la gestion coordonnée des questions globales. C'est-à-dire un consensus mondial sur la gestion des questions globales, bien évidemment, y compris la crise sanitaire, d'accord. Ce consensus doit être dissocié des autres enjeux de rivalité. Voilà. Ça peut être l'issue aussi possible. En attendant, le reste du monde, notamment l'Afrique, assiste médusée à un jeu d'influence qui la dépasse. Et l'Afrique a bien évidemment dépourvue de moyens et de capacités, trouve dans la Chine un partenaire plus réactif et efficace que les États-Unis et l'Union européenne pour l'instant, hein. Les pays africains ont certes besoin de cette aide, mais le risque est grand que ce soutien, à la fois, ça peut être aussi chinois, américain, par la suite européen, le risque c'est de voir ce soutien accentuer l'alignement d'intérêts majeurs avec ces grandes puissances. Donc l'Afrique a intérêt tout à fait à réagir dans sa globalité pour se protéger des effets collatéraux notables du jeu d'influence qui est déployé aujourd'hui entre les grandes puissances. Alors, sur le plan géoéconomique, je crois qu'il est encore tôt pour pour porter une analyse cohérente, et à mon humble avis, nous devons concentrer notre attention sur les réactions des grandes puissances économiques, des grandes multinationales, sans oublier le débat d'idées autour de trois enjeux majeurs qui auront bien sûr, qui vont façonner et impacter à court, à moyen et long terme les politiques des pays du Sud, des pays émergents, des pays comme le Maroc. Il est fort probable, d'après ce qui est répandu au niveau aussi bien politique et porté des idées, au niveau des débats d'idées, mais qui est porté par certains politiques, en politique, c'est la crise ou la fragmentation de la mondialisation. Alors, comment, dans quel sens, c'est la grande question. Le deuxième enjeu, qui est aussi qui est débattu, c'est qu'il est probable que la crise conduise à de nouvelles formes de relocalisation de la production, hein, soit au niveau régional ou national. C'est une idée aussi qui est répandue. La troisième idée, en fait c'est la réorganisation des chaînes de valeur, une réorganisation régionale des chaînes de valeur, et peut-être on pourra assister, disons, à une chaîne de valeur régionale, Asie, Europe, Amérique du Nord. Voilà, merci.